Bonjour à tous, rebonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième édition de la revue des grandes lunes de ce mercredi. Nous allons vous aider à comprendre les principaux titres qui meublent la presse ce mercredi matin. Oui, nous sommes le 30 juin 2021. D'abord, le résumé des principaux titres, justement, d'abord avec la Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin et qui parle de la Chambre des comptes. Curieux rapport de synthèse, titre le journal. Le document de 27 pages qui circule abondamment dans les réseaux sociaux depuis 48 heures, suivi dans l'espace public, comme le fameux rapport d'étape dont personne n'avait endossé la paternité, mais que la Chambre des comptes n'avait jamais rejeté non plus. Tout le document dans cette édition indique le journal, la Nouvelle Expression. Le journal nous propose justement les grandes lignes de cette synthèse du rapport de la Chambre des comptes en page 5 et à la suite, la totalité et l'intégralité de cette synthèse du rapport de la Chambre des comptes. Les grandes lignes sont résumées par David Nouou. On apprend par exemple que le ministère de la Santé publique a dépensé la somme de 1 milliard de francs CFA pour la réfection du centre spécialisé de prise en charge au cas situé en centre-ville de Yaoundé. Tout comme le ministère de la Santé publique a dépensé la somme de 841 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement des centres dans les stades, 4 stades notamment à Yaoundé et à Douala. 841 millions de francs CFA pour cette activité sans que ces centres n'abritent jamais un patient de Covid-19. La question des tests, une surfacturation de 15,3 milliards de francs CFA au profit de la société Medline, très populaire dans le dossier du Covid-Gate, écrit le journal ce matin. Grande révélation, la vente de 15 000 tests au gouvernement à 288 millions de francs CFA par le ministère de l'administration territoriale. D'où venaient ces tests, s'interroge le journal en attendant que le rapport général s'échappe du bunker où on veut le cacher pour éclairer davantage la lanterne des citoyens. Le rapport de synthèse est déjà bien riche de ces révélations, écrit le journal ce matin. L'intégralité de ce rapport est à lire dans les colonnes du journal des pages 5 à 11 de la Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. Le journal ne rate pas de parler des délestages en son oreillette ce matin. Gouvernement sans solution. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie jette la faute sur la vétusté des équipements, l'insécurité et la pluviométrie. L'article est à retrouver en page 3 du journal. Le journal qui propose une synthèse de cet échange vif à l'Assemblée nationale entre les députés et le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essoma, qui parle de la vétusté des équipements, notamment le cas de l'Est, dans la région de l'Est là-bas, le cas de Berthoua, où les centrales thermiques nécessitent des approvisionnements en carburant. Le gouvernement dépense 1 milliard de francs CFA pour acheter du carburant afin d'alimenter cette centrale de Berthoua, a indiqué par exemple le ministre de l'Eau et de l'Énergie face aux représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Le déficit en carburant entraîne des interruptions récurrentes liées au rationnement dans les localités qui sont alimentées par la centrale thermique de Berthoua, à savoir les centrales de Abombang, Batori, Belabo ou encore Mintang, a indiqué le ministre de l'Eau et de l'Énergie face aux députés à l'Assemblée nationale. C'est à lire ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui paraît en kiosque ce matin. Un autre journal, le quotidien Le Messager. Le Messager a sa une ce matin. Conflits agro-pastoraux, Coteng au bord de l'émeute, s'exclame le journal. À l'origine, une guerre qui oppose agriculteurs et vacher Mororo, accusés d'exactions en prairie dans les plantations et les sources d'eau potable sous le regard impuissant des autorités, titre le journal. Ce matin, vous lirez cet article en page 6 de Le Messager. Avec en pied de une ce matin, pratique inflationniste, Bagatangana menace Simancam. C'est à lire en page 3, le journal qui propose la synthèse de cette correspondance du ministre du Commerce adressé au directeur général de Simancam sur une éventuelle augmentation du prix du ciment sur le marché. Vous lirez cet article en page 3 du quotidien Le Messager ce matin. En kiosque ce matin également, le journal L'Œil du Sahel, le hebdomadaire parle de Gaston Elundou-Essoma, 458 milliards de francs CFA à mobiliser pour résorber les problèmes
d'électricité dans le septentrion. C'est allé en page 2 du journal ce matin, le journal qui fait un reportage sur le calvaire des populations qui sont en manque d'eau et d'électricité dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa, et repropose à ses lecteurs ce matin les grandes lignes de l'intervention du ministre de l'Eau et de l'Énergie devant les députés, et notamment les propositions du gouvernement pour résoudre le déficit dans le Grand Nord. Les régions du nord de l'Adamawa et de l'extrême nord vont bénéficier d'investissements de 458 milliards de francs CFA pour électrifier ces trois régions septentrionales du Cameroun. Les grandes lignes de ces propositions et de ces financements mobilisés s'est allé dans les colonnes de L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. En kiosque également ce matin, le journal Mutation avec à sa une Douala, ces quartiers coupe-gorge, titre le journal. Braquage, viol, agression, la capitale économique est sur un nuage d'insécurité, écrit le journal Mutation. Tableau non exhaustif des coins peu recommandables de la capitale économique, c'est allé dans les colonnes de Mutation. Dossier complet à lire en page 4, 5 et 6 du quotidien Mutation. Avec un pied de une, transparence dans les industries extractives. Le Cameroun enquête de réhabilitation, c'est-à-dire dans les colonnes de Mutation, édition de ce mercredi matin. En kiosque ce matin, le quotidien Bleu le Jour parle du prix du ciment. Le Mincommerce menace de fermer Cimencam, titre le journal, suite aux informations persistantes annonçant une hausse de prix par l'entreprise de cimenterie. Le ministre du Commerce, Luc Marouane Bagatangana, a mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin. Vous retrouvez cette correspondance du ministre de l'Eau et de l'Énergie, ministre du Commerce, résumé ce matin dans les colonnes du quotidien Bleu, le quotidien Le Jour. L'économie quotidienne paraît ce matin avec à sa une accès à l'eau potable et à l'électricité, le plaidoyer des députés, écrit le journal. Ils ont formulé des recommandations au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale à laquelle a pris part le ministre Gaston Elundou-Essomba de l'eau et de l'énergie. Kalara est en kiosque ce matin à la une. Exclusivité, Covid-Gate, enfin le rapport de la Chambre des comptes. 4 ministères au total au banc des accusés. 12 dossiers déjà prêts pour le tribunal criminel spécial, écrit le journal. Medley Médical Cameroun épinglé pour 15 milliards de francs CFA. Le détail des accusations de surfacturation et des détournements. Ali, dans les colonnes de Kalara ce matin, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, qui consacre 2 pages, pas moins, à cette actualité, les pages 6 et 7 de ce journal ce matin. À la une, dans les kiosques ce matin, pour sortir de cette revue de presse, l'information avec à sa une vaccin anti-Covid, l'équation à résoudre. Seuls 89 180 doses de vaccins ont été injectées sur les 591 000 obtenus par le Cameroun. Jusqu'ici, le pays n'a consommé que 26,4% du stock de Sinopharm disponible et 9,4% des vaccins de marque AstraZeneca. Seulement 16 200 personnes sur les 70 300 ayant reçu leur première dose sont passées prendre la deuxième injection. Plus d'1 milliard de francs CFA vient d'être retenu pour optimiser la campagne de sensibilisation afin de sauver 31% de stock de vaccins reçus qui courent le risque de se périmer au mois d'août 2021. Écrit l'information ce matin. L'information qui s'intéresse également à la situation du stade Olembe à Yaoundé. Pour une rentabilité certaine, la gestion du stade Olembe sera confiée au privé. Informe ce matin le journal Information avec l'éditorial de son directeur de publication qui indique ce matin la démission n'est pas camerounaise, c'est même un délit, s'exclame le journal. C'est à retrouver en page 2 dans les colonnes de ce journal. Voilà l'essentiel de la presse ce matin en kiosque au Cameroun. Nos invités du mercredi sont déjà installés ce matin. D'abord, Casimir Désiré Tanier, bienvenue, bonjour. Bonjour Donald, c'est le mercredi de Casimir, comme vous le savez sur Equinox. Mais permettez-moi, Donald, de faire une entrée par cette histoire
qui défie la chronique. Il s'agit de ce député, le député de Bamboutos, le député RDPC David Manfo, qui aurait demandé qu'on injecte de... Il a demandé. Oui, il aurait. Donc, je vais faire des précisions. Il aurait demandé qu'on injecte le vaccin dans de l'eau minérale. Mais il ne s'agit justement pas de cela. Il ne l'a jamais dit. On a mis juste un bout de phrase. Il a demandé qu'on revienne à la pharmacopée traditionnelle et qu'on explore les solutions Samuel Cléda et autres, et que l'État voit comment subventionner les produits de Samuel Cléda et toute la pharmacopée, quitte à les injecter dans de l'eau minérale, et on mettrait à contribution les sociétés brassicoles. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Mais les gens ont pris, sur une vidéo de 6 minutes, les gens ont pris un petit bout de phrase. Vous savez que lorsque Paul Biya dit « me voici donc à Douala », les gens savaient c'était arrêté à « me voici donc à Douala ». Or, Paul Biya avait bien dit « me voici à Douala, nanti de messages de paix et d'unité nationale ». Malheureusement, les gens avaient pris juste un petit bout. C'est pour vous dire que quand on prend un bout de phrase, on peut en faire ce que l'on veut, alors que la vérité n'est pas la déclaration de l'auteur. Nous ne commenterons pas vos explications ce matin, Désiré. Les téléspectateurs ont écouté les déclarations telles que prononcées par le député dont il est question sur notre antenne. Nous recevons Prince Aristide Ngekam. Bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes. Je voudrais, à l'entrée de cette émission, faire une sorte de follow-up sur l'information que nous avons traitée la semaine dernière dans notre édition, notamment sur la mort, l'assassinat, je voudrais dire, du sultan de Ngamé, le sultan Sa Majesté Abani, qui a été battu dans le Logon-et-Chari, abattu à mort par un groupe d'Arabes Choua, appartenant, en fait, résidant dans le village Abou Dangala. Et vous savez que c'est à l'issue d'une affaire de titre foncier, d'affaires foncières, autant pour moi, qui a mal tourné. Donc, depuis une semaine, le préfet avait fait une descente sur le terrain, promettant, le préfet Lazan Dongo Nongo, promettant de faire interpeller tous ceux qui ont commis ces exactions. Donc, aux dernières nouvelles, 11 personnes ont déjà été interpellées dans le village Abou Dangala, et notamment une personne au niveau de Ngamé. Nous espérons que, et nous l'avons souhaité, que la justice frappera très fort pour qu'on ne puisse pas penser qu'on peut se lever un matin et assassiner un chef traditionnel, quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec lui. Donc je pense qu'il faut une main forte de la justice pour montrer que plus jamais ça dans le Logon-et-Chari. Et nous avons, au sorti de cette émission la fois dernière, interpeller l'élite, toute l'élite, pour qu'il y ait une sorte d'assise, une sorte de réconciliation, parce qu'il faut le dire, de ce côté-là, entre la communauté Kotoko et les Arabes Choua, pour que plus jamais, aujourd'hui on parle de vivre ensemble, pour que plus jamais ce type d'animosité ne soit plus observé de ce côté-là. C'est clair que les problèmes de litige foncier sont une menace à la paix sociale. Exactement. Merci d'être avec nous ce matin, cher monsieur. Nous ouvrons ce décryptage des titres de la presse ce matin avec, comme chaque matin, la nouvelle expression avec à sa une, Chambre des comptes, curieux rapport de synthèse, le document de 27 pages qui circule abondamment dans les réseaux sociaux depuis 48 heures. Et que le journal surgit dans l'espace public comme le fameux rapport d'étape dont personne n'avait endossé la paternité, mais que la Chambre des comptes n'avait jamais rejeté non plus. Tout le document s'est à retrouver dans l'édition en kiosque ce matin dans la nouvelle expression. Je vous vois sourire, Prince Aristide Ngekam. Je commence par vous. Vous avez parcouru ce rapport, qu'est-ce qui vous frappe? Ben écoutez, ce qu'il faut déjà noter pour faire observer, pour ceux qui vont le lire, c'est que c'est un rapport de synthèse, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement le rapport détaillé. Le rapport, la synthèse du rapport. La synthèse du rapport, c'est pour éclairer. C'est-à-dire que, je prends un exemple, nous sommes ici pratiquement à une vingtaine de pages, et le rapport peut être, je dis n'importe quoi, le rapport peut être de 200 pages. Et donc on fait une sorte de synthèse pour éclairer, et sur des points... Les grandes lignes. Les grandes lignes. Donc, voilà ce qu'il faut déjà noter pour éviter de se jeter en congé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que le rapport insiste sur les dépenses dispendieuses. Laissons même les détournements des deniers publics. C'est-à-dire que sur non seulement les dépenses dispendieuses, de deux, sur la mauvaise gestion de l'opération Covid.
Vous voyez un peu la mauvaise gestion, c'est-à-dire la mauvaise gestion même sur le plan stratégique. Vous voyez, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'équipe qui a jusqu'aujourd'hui géré cette histoire a été incompétente. Et il faut tirer les conséquences. Voilà ce qui m'a d'abord retenu interpellé avant même les prétendus détournements et autres. La troisième chose qu'il faut observer et qui m'a un peu beaucoup amusé et dont ce rapport de synthèse insiste là-dessus, c'est le cas du Minresi avec l'IMPP. C'est-à-dire qu'on vous dit que... L'IMPM. Non, l'IMPP. On vous dit que, vous savez que il y a une histoire où les gens sont sortis pour nous dire qu'ils pouvaient fabriquer les médicaments ici. La chloroquine et l'hydroxychloroquine et un autre médicament. Mais après enquête, on s'est rendu compte que l'affaire a été achetée ailleurs et on est venu l'empaqueter, les estampiller ici comme si c'était fabriqué au Cameroun. C'est même déjà une malhonnêteté intellectuelle. C'est une sorte de malhonnêteté intellectuelle. Voilà ce qu'il faut noter. La troisième chose, c'est que vous savez, il y a eu tout un ramdam où on a pris, où la ministre des Recherches et de l'Innovation a été pris en partie en disant qu'elle avait perçu de l'argent alors qu'il n'en était rien. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que l'argent a été viré. L'IMPP est une entreprise sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mais l'argent pour fabriquer les médicaments ont été directement virés à cette entreprise-là. Sans ampliation même au ministère. Donc le ministère n'avait même pas le droit de regard. Et ceux qui l'ont fait, ce sont qui? Je l'ai toujours dit, c'est le ministre secrétaire général de la présidence qui a donné des instructions que l'argent soit directement viré là-bas. Ça voulait dire quoi? Que l'argent soit directement viré là-bas. Mais dans le rapport, on nous dit que non, on ne pouvait pas, l'IMPM ne pouvait pas gérer autant d'argent sans que le ministre ne soit quoi. Mais en quoi le ministre est responsable? Pourquoi insister sur Madeleine Pelletier? Vous venez de dire que cette structure de l'État est sous la tutelle du ministère. Oui, mais quand vous lisez les documents, c'est-à-dire on dit que on a donné l'argent à Donald Brice Kamga. On n'emplit pas votre rédacteur en chef. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, on vous envoie sur le terrain, on vous donne les frais de reportage, le rédacteur en chef qui est censé coordonner toute l'activité n'est pas au courant n'est pas amplié que vous avez. Donc, il n'a même pas le droit de regard sur la gestion de votre agent. Le rapport indique que, en raison de l'échelle et de l'envergure de cette opération d'achat, ne pouvait ne pas être au courant. La ministre ne pouvait ne pas être au courant. En quoi, la question qu'il faut dire pour sortir, c'est quoi? En quoi est-elle responsable? Est-ce que le préfet, et que c'est Jean-Robert Hoffo qui l'a rappelé, est-ce que le préfet, lorsqu'il y a détournement à la mairie, si un maire venait à détourner, est-ce que le préfet qui est par exemple la tutelle technique est responsable? Non, il faut arrêter. Ça frise un peu à l'acharnement. D'accord. Il faut arrêter ça quand même. Alors, Casimir, il a parlé du cas de l'achat controversé des médicaments à l'étranger. On parle beaucoup de surfacturation. C'est 15,3 milliards de francs CFA dépensés pour l'achat des tests. 55 milliards d'ambulances, alors qu'une entreprise à Yaoundé vendait les ambulances 2 fois moins cher. C'est 841 millions de francs CFA dépensés pour la construction et l'équipement des unités de prise en charge à Yaoundé et à Douala. J'ai entendu un mot tout à l'heure, ce prince, incompétence. C'est de l'incompétence? Vous avez oublié 1 milliard de francs CFA pour la réfection du centre Orca. De Orca. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est 841 millions de francs CFA pour la réfection des stades, des grands stades qui devaient accueillir les malades. Et qui n'ont finalement accueilli aucun malade. Et tout ce matériel a été démantelé, a été retiré en prévision du Chan. En prévision du Chan et même de la canne qui arrive, sans qu'un seul malade ne séjourne là-bas. Ce qui retient le plus mon attention, ce n'est peut-être pas cela, c'est que déjà, il s'agit d'une synthèse. Prince Aristide l'a suffisamment expliqué. Et cette synthèse s'ouvre par un avertissement. L'avertissement dit bien que cette synthèse est dédiée à faciliter la compréhension du rapport. Selon nos investigations, je peux vous le dire, Donald Brice, le rapport est de 300 pages. On ne peut pas publier un rapport de 300 pages alors que la synthèse est de 27 pages. Et le même avertissement précise que ce qui est contenu dans la synthèse ne peut pas engager la Chambre des comptes. Seul le rapport en lui-même engage la Chambre des comptes. Mais il y a quand même des informations très importantes dans ce rapport, comme il y avait des informations
dans le rapport d'étape qui avait été publié il y a quelques jours. Exactement. Et que la Chambre des comptes ne nie pas non plus. Et dont on retrouve ici. Et qu'on retrouve également ici. Un tout petit peu en détail. C'est la conclusion de cette synthèse-là qui nous intéresse. 30 recommandations ont été faites. 30. Et parmi les 30 recommandations, il y a 10 recommandations qui sont faites à la primature, c'est-à-dire au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Il y a 16 recommandations seulement pour le ministère de la Santé publique. Vous voyez bien, 3 recommandations pour le ministère des Finances. Ça fait en tout 29 recommandations. Et une recommandation pour le MINRESI, c'est-à-dire le ministère de Madeleine Tchente. Et cette recommandation, ça m'a particulièrement marqué parce que cette recommandation dit exactement ceci. Madame le ministre, demandez à l'IMPP de faire retourner la cargaison d'hydroxychloroquine qui se retrouve là-bas à la disposition, mettez cela à la disposition du ministère de la Santé publique. Vous voyez donc, on a, comme l'a dit tout à l'heure, on s'est acharné sur Madeleine Tchente, alors que finalement, on se rend compte qu'elle n'y est pratiquement, peut-être pour rien. Vous savez, si vous voyez le nombre de directeurs généraux des sociétés qui se retrouvent en prison, alors qu'ils avaient des ministères de tutelle, vous croyez que c'était au hasard qu'on n'a pas arrêté les ministres de tutelle? Et là, je suis entièrement d'accord avec Aristide Gekam, qui estime que l'IEPP n'est que sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation financière. Mais je conclus sur ce rapport, mes observations, avec les 12 dossiers transmis au ministère de la Justice qui sont prêts pour le tribunal criminel spécial et qui vont s'ouvrir d'un moment à l'autre. Alors, Prince, on va sortir de ce sujet. Quelles peuvent être les suites possibles après ce rapport? Est-ce que l'exécutif va oser se faire harakiri? Il s'agit quand même de 24 départements ministériels, c'est-à-dire près de la moitié du gouvernement qui en compte une soixantaine et assimilés. Vous espérez quoi? 14 dossiers ont fait l'objet d'ouverture de procédure indiquée la Chambre des comptes. 12 ont été transmis au ministère de la Justice pour ouverture éventuellement. Est-ce que l'exécutif faut prendre ce risque? Non, lui, l'exécutif, et notamment le ministère de la Justice, vous savez, au Cameroun, pas seulement au Cameroun, théoriquement, les procureurs sont libres de poursuivre. D'engager des poursuites. D'engager des poursuites en fonction des faits qui sont reprochés aux présumés, aux accusés, Mais ce que j'attends particulièrement en tant que citoyen, surtout, c'est qu'on puisse établir les responsabilités. Si des gens ont piqué de l'argent dans les caisses de l'État, ou alors ont pris par devers eux l'argent de l'État, qu'ils répondent. On n'est plus au niveau de si, non, oui, je dis, les gens ont piqué, on vous parle d'une surfacturation pour une seule entreprise de 15 milliards. En attendant qu'on puisse assister aux audiences, et de les faire, considère comme des présumés innocents. Exactement, et de faire des comptes rendus d'audience pour informer les citoyens. La deuxième chose qu'il faut observer, c'est que le président de la République a là tous les données pour faire... comment je vais dire ça? Je ne suis pas son conseiller, mais pour faire un mouvement. Et je l'avais rappelé lorsque cette histoire de Covid commençait. C'est-à-dire qu'il faut libérer au mieux ceux qui sont interpellés dans ce dossier pour qu'ils puissent se concentrer pour répondre des faits qui les ont reprochés. La troisième chose, pour sortir, et j'insiste là-dessus, et c'est ce que dans le rapport indique, c'est-à-dire que c'est la mauvaise gestion stratégique. Ça voudrait dire que cette affaire, il y a eu beaucoup d'incohérences, et par conséquent, j'insiste là-dessus, c'est de l'incompétence. Vous ne pouvez pas être incompétent sur la gestion d'un dossier aussi sensible qui concerne la santé, et qu'on vous maintienne encore en poste. Je pense que le président de la République doit, s'il gouverne encore ce pays, doit pouvoir tirer les conséquences, libérer ceux qui ont mal géré le dossier en question, parce qu'il faut le noter, le Covid n'est pas fini. Vous vous souvenez qu'on a attribué encore près de 20 milliards. Et on demande encore plus d'argent. On a rallongé. Le budget du fonds spécial. Exactement. On nous a donné une rallonge. On nous a accordé une rallonge. Et je pense que pour gérer la rallonge, les mêmes, ceux-là, dont le rapport accable, qu'ils ont de mauvaise gestion, totalement, tous ceux qui sont toujours en fonction, on doit pouvoir les libérer, au moins pour notre sérénité, pour qu'on puisse
être au moins serein. On ne peut pas en même temps être malade et en même temps constater que ceux qui étaient en charge de la gestion de ce type de dossier sont encore en fonction. La troisième chose, c'est que je le rappelle, pour sortir totalement, vous savez qu'on est en train de distribuer les seaux dans les lycées et même dans les privés, mais on a envie de se demander, en attendant que la Chambre de compte puisse statuer sur le MINSEC et le ministère de l'Éducation de base, on a envie de savoir où était-il avant. Vous allez faire un tour au ministère des enseignements secondaires, au rez-de-chaussée, vous allez voir plein de seaux, plein de savons. D'accord. On a envie de se demander pourquoi maintenant, alors que l'argent était mis à disposition. Parlons de tout à fait autre chose, cher monsieur. Le ciment. C'était la une du quotidien Le Jour. Près du ciment, le Mincommerce menace de fermer Simancam, titre le quotidien bleu ce matin. Suite aux informations persistantes annonçant une hausse du prix par l'entreprise de cimenterie, le ministre du Commerce, Lumagwa Bagatangana, a mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin 2021. Casimir, je vous ai vu parcourir cette correspondance, on va dire musclée, c'est le mot, du ministre Bagatangana au directeur général de Simancam. Le ministre a raison ou pas? Non, je voudrais tirer un grand coup de chapeau au ministre du Commerce, Lumagwa Bagatangana. Parce qu'il fait justement dans ce qu'on attend. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. On ne doit pas attendre que les choses vous tombent dessus avant de prendre des décisions. Il a appris que Simancam est en train de vouloir augmenter les prix du ciment. Et il les met en garde. Je vais même parcourir un peu avec les téléspectateurs ce courrier très important qui a été fait hier, qui était le 29, nous sommes le 30. Le ministre écrit à monsieur le directeur général de la Simancam: Monsieur le directeur général, j'apprends de différentes sources que vous vous apprêtez à procéder à une énième augmentation unilatérale de vos prix au mépris de mes mises en demeure et de ma main tendue pour une concertation. Je voudrais vous informer par la présente que si cette mesure, que je considère comme de la défiance et de la provocation, venait à être mise en exécution, je me verrai dans l'obligation d'ordonner la pose des scellés sur vos installations. Et le ministre conclut: je rappelle en effet, au cas où vous l'ignoriez, que le ciment figure toujours parmi les produits soumis à la procédure d'homologation préalable des prix. Ce courrier, il a amplié au secrétaire d'État, au secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, il a amplié au SG de la primature, il a amplié au MINEPAD et il a amplié au ministre de tutelle. Ça, je crois qu'il ne faut pas attendre que la pluie vous surprenne avant que vous preniez des mesures pour éviter l'inondation. Moi, je suis entièrement d'accord pour cette méthode. Et si le Simancam s'entête, je crois que le ministre aura entièrement raison de prendre des décisions. Mais il a averti. On dit souvent en matière de santé, prévenir vaut mieux que guérir. Prince Alcine Gekam, mais la question de fond, c'est cette concurrence qui ne bénéficie pas au consommateur final sur le marché du ciment. Le Cameroun a aujourd'hui 5 opérateurs dans le secteur du ciment, mais le prix c'est tout 4400, 4300. Vous avez, en matière d'économie, vous avez tout dit. Il ne faut pas être forcément un prix Nobel de l'économie pour dire ce que vous avez dit. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que lorsqu'on a décidé d'ouvrir le marché, certains pensent que ce que dit le ministre, c'est du populisme. Non, pas forcément. Il a, comme Casimir l'a dit, il a joué son rôle. Pourquoi les prix ne baissent pas? Le gouvernement qui est le régulateur. Oui, exactement. Pourquoi le prix, cette concurrence ne bénéficie pas au consommateur final? Exactement, il a joué son rôle. Les prix sont homologués. Oui, et je voudrais dire, avant que Casimir n'ajoute, je voudrais rappeler que j'ai suivi, je me souviens avoir une sortie de Luc Magouan Batrana, il devait avoir 4, 5, 6 ans, lorsque on ouvrait notamment le marché à d'autres opérateurs concurrents à l'unique, à Simancam, à l'unique que nous avions toujours eu. Le ministre avait dit cette ouverture doit pouvoir faire en sorte que le consommateur puisse le... Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pour que les prix puissent chuter. Mais vous savez ce qu'on lui a retorqué après? Non, ils ont tous accepté. Ils ont dit non, vraiment, nous allons baisser les prix, vous-même vous allez voir. Mais après, ils sont revenus dire que non, vraiment, les matières premières, ainsi de suite, le marché n'est pas bon, patati patata. Donc, ils ont sorti toute une kyrielle d'explications
pour justifier le maintien des prix en l'état. Le maintien des prix à l'état. Mais ce qu'il faut dire, et honnêtement, c'est que les prix ont un tout petit peu baissé comparativement à avant. Mais la deuxième chose que Simancam a toujours plaidé, c'est que non, à ce prix-ci, elle n'arrive pas à s'en sortir, comme on dit au quartier, elle n'arrive pas à gagner, à avoir des bénéfices conséquents par rapport aux lourds investissements qu'elle est en train de faire. Vous vous souvenez qu'elle a engagé un certain nombre d'investissements du côté de la région du centre, cette fois-là pour essayer d'approvisionner le marché de ce côté-là. Vous savez, si vous avez une usine, par exemple, à Douala, et vous êtes obligé de transporter la marchandise pour aller à l'ouest, les prix ne sont pas les mêmes à l'ouest comme au siège de l'entreprise où le produit est fabriqué. Donc, je dis pour moi, je ne vais pas faire une répétition, le ministre a joué son rôle de veille. C'est-à-dire que le rôle de veille, en rappelant que non, il faut maintenir les prix, ça doit, notamment Casimir a dit une chose qui est fondamentale, les prix sont homologués. Et lorsque les prix sont homologués, vous ne pouvez pas aller en dehors. Non, il ne faut pas encourager Simancam dans la bêtise. Simancam n'est pas seul à entretenir ses prix. Les prix, c'est toute une société. Les prix sont homologués. Comme les autres matières de base, telles que la bière, le sucre, la farine, le poisson, le ciment, le fer à béton. Ce n'est pas les gens qui fixent les prix ne sont pas des imbéciles. Alors, ils tiennent compte de toutes ces configurations-là pour fixer les prix. Donc, Simancam devrait s'en tenir au prix homologué. Alors, les entreprises en question sont en quête de gains. C'est au gouvernement, le régulateur du marché qui doit faire le travail et que cela puisse bénéficier aux consommateurs finaux. On va sortir, monsieur, en disant un mot sur le déficit énergétique. Qu'est-ce qui fait problème dans un pays où tous les départements quasiment portent des noms de coups d'eau? Oui, il y a le matériel qui est défectueux. On parle de transformateurs de plus en plus. C'est l'argent qui manque. Les barrages qui ne produisent pas à leur capacité. Les barrages qui ont été construits à coups d'or et qui finalement ne servent pratiquement à rien. Les poteaux en bois qu'on attend qu'on les remplace depuis et que nous parle des poteaux. L'argent pour faire tout ça? Il y a de l'argent, mais il y a de la stratégie parce qu'on a privatisé un secteur de souveraineté qui ne devait pas. Et je vous ai toujours dit que tant qu'il n'y a pas la concurrence dans tout secteur, il faut s'attendre à des prix. Je voudrais dire un mot. Je pense qu'en termes de chiffres, on nous a dit qu'il nous faut près de 6 000 milliards d'investissements. Vous savez, depuis un certain temps, le ministre fait le tour des régions pour indiquer que, pour rassurer les consommateurs en disant, voilà ce qu'il n'y avait pas avant, voilà les moyens qu'il nous faut pour que les consommateurs puissent être à côté ou alors presque en marge de délestage. Merci, madame, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve demain, jeudi, pour la 4e de cette semaine. Très bonne journée à tous.